Bonjour, ce matin, il pleut, la pluie bat contre les vitres, il y a beaucoup de vent, il fait très doux pour une fin novembre, et aujourd'hui je suis en deuil. C'est un deuil un peu particulier, parce que c'est un deuil de quelqu'un que je n'ai jamais rencontré. Mais c'est quelqu'un que je connais depuis 30 ans, dont je connais les livres depuis 30 ans. C'est un deuil un peu étrange, et j'ai envie de faire une vidéo qui est évidemment une vidéo professionnelle, au sens où c'est relié bien sûr à ma profession d'universitaire, spécialiste de littérature, spécialiste des littératures africaines, postcoloniales, etc., etc. Parce que c'est évidemment dans ce cadre-là que je suis en deuil, en fait. Cet écrivain, c'est Breiten Breitenbach. Breiten Breitenbach, né en 1939, mort donc hier, le 24 novembre 2024, à Paris. Je ne savais pas qu'il s'était réinstallé à Paris, en fait. Ça fait partie des choses que j'ai apprises. Immense écrivain, poète, peintre aussi. J'espère que j'aurai l'occasion, ou je penserai en parler dans cette vidéo. Sud-africain, de langue afrikaans et anglophone. Et c'est évidemment en anglais que moi je l'ai lu. C'est étrange de se sentir affecté comme ça par la mort de quelqu'un qu'on n'a pas rencontré, que j'aurais pu rencontrer d'ailleurs. Hein. Il y aurait pu y avoir des occasions où j'aurais pu les forcer. Entre autres choses, j'aurais très bien pu participer à des colloques où il se trouvait, j'aurais pu le contacter, ce que je n'ai jamais fait. Voilà, il y a plein de choses qui auraient pu se faire. J'ai rencontré 2 fois Noureddin Farah dans ma vie. Bon, il y a d'autres écrivains sur lesquels j'ai travaillé et avec qui j'ai pu échanger, ne serait-ce que par mail, et puis que j'ai pu rencontrer. Lui, ça ne s'est jamais fait, mais ça ne s'est jamais fait parce que j'ai pas voulu que ça se fasse particulièrement, parce qu'en fait, je suis quelqu'un à qui en fait la littérature suffit. Alors, hier soir, j'ai fait un montage. Enfin, c'est pas un montage d'ailleurs, j'ai pris une photo de mes différents livres de Breitenbach et j'ai posté ça sur Instagram et Facebook, et j'ai mis un petit message un peu ridicule, dont la vérité est indiscutable pour moi. J'ai juste mis Great writers don't die. Et c'est vrai, pour moi, les grands écrivains, les grandes écrivaines ne meurent pas. Il y a quelques années, quand Derek Walcott est mort, ça m'a aussi fait quelque chose, mais c'était pas du tout pareil parce que j'ai jamais vraiment travaillé sur Walcott. Pour moi, c'est peut-être le plus grand poète, c'est vraiment un des tout plus grands poètes de langue anglaise à coup sûr, et pas du 20e ou du je sais pas quoi. Hein. C'est un très très grand poète de tous les temps, quoi. Et Breitenbach, pour moi, c'est un peu pareil, mais Breitenbach, j'ai beaucoup travaillé sur lui à une époque. Ça faisait un certain temps que je le lisais plus trop et que je ne travaille plus sur lui parce que je ne me suis jamais spécialisé en littérature sud-africaine, en fait. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je l'ai un peu laissé filer. Mais voilà, hier après-midi, je partais faire un tour à pied, puis j'ai vu une notification sur mon téléphone. Enfin, non, j'ai pas vu une notification sur mon téléphone du tout. Je suis allé regarder Facebook. J'ai quasiment aucune appli qui a des notifs. Je déteste les notifications, donc peu importe. Je suis allé voir Facebook en partant de chez moi pour cette promenade, et puis j'ai vu qu'une très bonne amie, spécialiste de littérature sud-africaine, une très grande spécialiste de littérature sud-africaine, Mathilde Roger, qui est aussi une amie, avait publié sur Facebook en me taguant, parce qu'elle avait pensé à moi, le fait qu'elle venait d'apprendre que Breitenbach était mort. Alors moi je me suis dit d'abord, c'est bizarre, peut-être qu'en fait ça fait plusieurs jours et que juste j'ai pas suivi. En fait non, j'ai vite cherché, j'ai vu que la plupart des ressources en français qui annonçaient la mort de Breitenbach, RFI, France Info, etc., tous les articles datés d'1 ou 2 heures, et c'est en fait la fille de Breitenbach qui a annoncé sa mort à Paris, donc le 24 novembre, donc il est mort hier, en fait, on l'a su le jour même. Ce qui n'est pas toujours le cas, quand les écrivains ne sont pas hyper connus, parce que Breitenbach, je vais peut-être le dire, mais ça a été quelqu'un de très très médiatique en France dans les années 70-80. Moi, je l'ai découvert après, et en fait, plus grand monde s'intéressait à lui à ce moment-là en France. Mais à un moment donné, pour d'assez mauvaises raisons en fait, parce qu'il était détenu politique, quoi. C'était un
un militant anti-apartheid et qu'il était détenu dans une prison de sécurité maximale pendant 7 ans par le régime d'apartheid et qu'il a été libéré et qu'il a été hébergé par la France, que la nationalité française lui a été accordée sur intervention spéciale de François Mitterrand, tout ça, bon bref. Donc c'était peut-être, oui, le plus français des écrivains sud-africains, bon ça ne veut pas dire grand-chose, mais peu importe. Donc si, en fait, on l'a su tout de suite, en fait. On l'a su tout de suite, comme quoi les réseaux sociaux, ça marche pas mal. Et donc c'est en fait c'est étrange. Donc je suis allé promener, j'ai fait mon tour à pied, j'ai fait 2-3 recherches sur mon téléphone tout en marchant. Et puis ça a décanté bizarrement et je me suis rendu compte que ça m'affectait beaucoup. Euh, j'ai pas voilà, enfin, après ça m'a pas fait perdre le sommeil. Je suis pas mal, mais je suis en deuil quoi. Bon, c'est un deuil un peu peut-être, enfin c'est un deuil très atténué, mais c'est un deuil quand même. Euh, donc bah, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo parce que c'est assez frappant en fait. Il y a des personnes avec qui j'échange sur les réseaux sociaux et qui m'ont dit ah, je ne connaissais pas du tout. Et, euh, et c'est vrai que ça fait 15 ans à peu près que je suis sur les réseaux sociaux. Ouais, Facebook, ça doit faire 16 ans même. Twitter, après, ouais, ça a été dans la foulée. Et donc des gens avec qui j'ai beaucoup renoué, avec qui j'ai noué des vrais liens, avec qui on échange beaucoup sur les réseaux sociaux depuis longtemps. Je sais que c'est des personnes qui sont attentives à ce que je publie, à mes recommandations de lecture, etc. Et je me suis dit, bah, effectivement, 15 ans, ça correspond à peu près au moment où j'ai arrêté de lire Breitenbach, où j'ai un peu arrêté de m'intéresser. Pas de m'intéresser à lui, c'est pas vrai, parce que j'ai continué à intégrer les textes de lui et des éléments de sa poétique, de son œuvre à ma réflexion, à des brochures de séminaires, enfin à des choses comme ça. Donc il était toujours là un peu, mais effectivement, j'en parlais pas tout le temps sur les réseaux sociaux, comme je peux parler d'écrivaines comme, pour prendre 2 exemples radicalement différents, d'écrivaines vivantes, francophones toutes les deux, Ananda Devi ou Nathalie Quintane. Si on me suit sur les réseaux sociaux, on ne peut pas ignorer le fait que je bassine tout le monde un peu avec ces 2 écrivaines-là. Et puis voilà, puis je sais pas, enfin, du point de vue des écrivains africains, Ngugi wa Thiong'o, Rodin Farah, Nnedi Okorafor, voilà, ça c'est des écrivains, des écrivaines, on peut difficilement ignorer leur existence quand on me suit sur les réseaux sociaux, quoi. Quand on suit cette chaîne vidéo, donc le vlog, le blog, tout ça. Bref, et donc Breitenbach, non, c'est vrai que j'en parlais pas beaucoup, j'en parlais plus beaucoup. Donc c'est l'occasion d'en parler aujourd'hui. Et pour en parler, eh bien, je vais d'abord un peu raconter comment je l'ai découvert, comment je me suis intéressé à lui, comment j'ai commencé à travailler, comment j'ai même songé peut-être à un moment donné, non, c'est pas vrai. J'allais dire à faire ma thèse sur Breitenbach, non, c'est pas vrai. J'ai jamais, vraiment ma thèse, je voulais la faire sur Noureddin Farah et je l'ai faite sur Noureddin Farah. J'ai écrit hier sur Facebook, il y a quelque chose qui m'a agacé dans l'article de Radio France Internationale. Et alors cette chose, je peux le dire, on est le lendemain de la mort, donc voilà, enfin, je voulais pas parler de ça parce que ça paraît un peu dérisoire de faire ce genre de reproche à un journaliste, tout en disant par ailleurs qu'on est très affecté par la mort de quelqu'un. Ce qui m'a agacé, c'est qu'il était présenté comme un des grands écrivains sud-africains avec André Brink, Coetzee et Nadine Gordimer. Et il y a quand même un éléphant dans la pièce, quoi, comme on dit en anglais. Je sais pas, il y a un truc quand même monstrueux là-dedans. Enfin, il y a quelque chose d'énorme dont personne ne parle et dont il faut parler. C'est que ce sont tous des écrivains blancs, en fait. Et qu'en France, on s'est quand même vraiment fait une spécialité de ne parler quasiment que des écrivains sud-africains blancs. Et c'est super dérangeant, quoi. Ça veut dire qu'une très grande écrivaine comme Cindy Wemagona, par exemple, elle a un livre traduit sur une quinzaine de livres publiés. Il y a un livre d'elle qui est traduit, je crois, et on pourrait en citer plein. Un immense poète comme Lesero Rampolokeng, je ne sais jamais comment ça se prononce. Il n'existe pas, quoi, en France. Il n'a pas d'existence. Il n'est pas connu en France. Je pourrais en citer des plus évidents, peut-être. Alex Laguma, par exemple. Bon. Donc ça, c'est quand même un peu gênant. Et ça fait en fait partie des raisons pour lesquelles j'ai pas fait ma thèse sur Breitenbach. C'est peut-être pas une très bonne raison, mais si, en fait, c'est une très bonne raison.
c'est que je voulais travailler, j'ai voulu quand même à un moment donné me spécialiser sur des écrivains et des écrivaines africaines de langue anglaise et pas blancs, sur des écrivains noirs d'Afrique subsaharienne. Et donc Noureddin Farah et pas Breitenbach. Alors, ce choix s'est fait à l'issue d'un DEA, comme on disait à l'époque. Hein, je ne suis pas en train du tout de raconter les choses dans l'ordre, donc ça ne va pas cette histoire-là. Je vais raconter les choses dans l'ordre. En 1993, je suis en Cagne, parce que oui, j'ai tout le parcours privilégié, quoi, je ne sais pas. En 1993, je suis en Cagne, et juste avant de passer les oraux de Normal Sup pour la première fois, j'ai raté Normal Sup la première année, j'ai retenté, je l'ai eu l'année d'après. Juste avant de passer les oraux de Normal Sup, on fait ce qui s'appelle des calls, des interrogations orales pour s'entraîner, quoi, en anglais. Et la prof qui me fait passer cette colle, c'est pas mon prof d'habitude. Mon prof, c'était un type brillant, super intéressant comme prof, qui nous a appris plein de choses, mais qui était très old school, qui n'était pas tout jeune. En fait, il était old school, il n'était pas tout jeune, qui s'appelait Jean Bria, un type vraiment formidable à de nombreux égards. Mais la prof qui nous fait passer une colle, c'est une autre prof que j'avais jamais eue, mais que je connaissais, quoi. Qui s'appelait Annie Lérété, qui a été ensuite inspectrice générale, bon, j'en dis pas trop plus, et qui me dit, mais on discute un peu de littérature et tout, après l'entretien oral, elle me dit, mais peut-être que je lui dis que je dois aller passer 15 jours à Londres l'été, je ne sais pas très bien dans quel contexte ça se passe, bon, peu importe, c'est il y a plus de 30 ans, donc j'espère qu'on me pardonne une mémoire un peu vacillante, mais je me souviens très clairement qu'elle me parle de Salman Rushdie, qui était qu'un nom pour moi, c'était un nom lié évidemment à la fatwa. Bon. Elle me parle de Salman Rushdie d'une manière totalement inattendue pour moi. Rétrospectivement, elle me balance des banalités en fait sur Salman Rushdie, mais c'est pas juste un écrivain persécuté, c'est un très grand écrivain dans le cadre du réalisme magique. Moi, j'avais jamais entendu parler du réalisme magique, tout ça. Donc, elle me balance un peu tout ça en me disant, mais il faut aller lire des auteurs anglophones qui sont ni européens ni américains. Et donc, elle me donne l'exemple de Salman Rushdie. Et elle me dit ça, et je me dis, ah bah oui, tiens, c'est vrai ça. Bon, moi, j'ai toujours été très curieux d'ultra contemporain aussi. Donc, je me dis, il doit y avoir beaucoup de choses très ultra contemporaines, pas forcément très connues là-dedans. J'étais donc en fin de Cagne, donc en fin de deuxième année d'université en même temps. Donc, je commençais à me dire, bah, peut-être que je vais faire un mémoire de maîtrise, tout ça. Donc, je commençais à réfléchir à des sujets de mémoire de maîtrise, un peu à l'avance quand même, mais bon. Et donc, l'été, on va à Londres avec Claire, qui est devenue mon épouse depuis. Et je sais que c'était avant le web, tout ça, et je sais que ma mère avait un livre un livre qui avait dû lui être envoyé par les éditeurs, parce qu'ils envoient beaucoup de choses. Ma mère était prof d'anglais aussi, hein, ouais, bon, je sais, hein, prof, fils de prof, tout ça. Et ce livre, ça devait s'appeler « Les littératures de langue anglaise depuis 1945 », un truc comme ça. Et il y avait tout un chapitre avec des auteurs postcoloniaux, quoi. Je ne sais pas s'ils appelaient ça Commonwealth ou postcoloniaux, mais enfin bon. Et en lisant ça, donc ça présente très rapidement plein de noms comme ça, par pays, par genre, tout ça. Et je me note quelques noms. Et donc il parlait de Noureddin Farah, il parlait de Breitenbach, il parlait d'un certain nombre d'autres auteurs. Et je me fais une petite liste, je me note quelques noms. Alors c'est un peu... c'est vraiment une suite de hasard. Hein. C'est comme ça que je suis devenu spécialiste de postcolonial, et notamment spécialiste d'Afrique, hein, de littérature africaine en fait. Et donc à Londres, j'achète ce que je trouve, et j'achète notamment ce que je trouve d'occasion, dans les magasins d'occasion. Et dans les magasins d'occasion, j'ai trouvé du Farah, j'ai trouvé plein d'autres auteurs, hein, du Soyinka, du H&B, donc je m'en suis acheté comme ça. Et je trouve d'occasion Sardines de Noureddin Farah, qui était le deuxième tome de sa première trilogie. Comme je pense que je l'ai lu dans la foulée, j'ai dû écrire à ma sœur qui m'a acheté les deux autres aux États-Unis, où elle était partie pour l'été. Bon, je ne sais plus très bien comment ça s'est fait, mais ouais, si, c'est comme ça que ça s'est fait en fait. Et c'est fou quoi quand même, parce que j'avais rien lu de Farah, et je demande à ma sœur d'acheter ces deux bouquins. Et j'achète d'occasion et neuf, je crois, des livres de Breitenbach. Un peu en aveugle quand même. Enfin, alors je regarde la 4e de couve, je feuillette sans doute. Ça a dû me taper totalement dans l'œil. Parce que, effectivement, j'ai acheté quoi? Alors je vais retrouver ce que j'ai acheté à l'époque.
je reviens de Londres avec ça. Ces 3 livres-là, qui sont des livres écrits par Breitenbach dans les années 80, en détention, et finalisés après sa sortie de prison. Tous publiés chez Faber & Faber, grande maison d'édition quand même de textes modernistes, hein, c'est quand même la maison d'édition de Beckett, notamment, de Tutuola aussi. Mouroir, Mirror Notes of a Novel. The True Confessions of an Albino Terrorist, avec sa photo sur la couverture, et Memory of Snow and of Dust. Bon, je sens que je suis en train de parler, mais j'espère que vous avez sauté des minutes, que vous avez mis à accélérer, parce que là, je suis en train de faire ça pour moi, en fait. Donc, il y a ces 3 livres, et je me rappelle très clairement que je rentre, après, il doit rester quelques semaines de vacances, et je lis presque tout de suite Mouroir. Et je suis stupéfait par ce que je lis, en fait. Mais vraiment. Bon, faut savoir que j'avais dû lire un peu de Joyce. Ouais, vite fait quand même. j'avais lu quelques textes modernistes, mais pas tant que ça. Et Mouroir, c'est un immense texte postmoderne. C'est vraiment... et voilà, et là, je ne l'ai pas refeuilleté depuis hier, mais voilà, c'est un texte... c'est un recueil, en fait, ça s'appelle Mirror Notes of a Novel, mais c'est vraiment un roman éclaté, et c'est vraiment plutôt des nouvelles ou des textes épars, mais avec une espèce de trame un peu kafkaïenne, comme ça. Et après, pendant des années et des années après, au fur et à mesure que j'ai continué de constituer ma culture littéraire, je me suis rendu compte de tout ce qui avait nourri Breitenbach. Et par exemple, Robert Walser, par exemple, qui est une influence immense pour Breitenbach. Et donc, je lis Mouroir et je suis stupéfait, enfin, je suis impressionné, quoi. Et pas longtemps après, j'ai dû lire Memory of Snow and of Dust, qui m'a, je crois, encore plus impressionné. Je ne sais plus pourquoi j'ai finalement décidé de travailler sur Memory of Snow and of Dust. Ça doit être à cause du personnage de l'enfant, en fait. À cause du personnage du fœtus, en fait. Ouais, ça doit être ça la raison. Mais ça, c'était les années après. Donc voilà, donc je lis un peu Breitenbach, je lis un peu d'autres auteurs. En 94-95, à ma première année à Normal Sup, je fais un mémoire de maîtrise. Je choisis de travailler sur la première trilogie de Noureddin Farah. Bon. Et puis je continue quand même, je suis à Paris. En plus, je suis normalien, donc je commence à avoir un petit peu d'argent quand même. Je claque à peu près tout en bouquin. Non, j'exagère, c'est pas vrai. Mais je claque quand même du fric en bouquin, puisque j'en ai un peu. Et je trouve des trucs. Je pense que c'est à cette époque-là, je pense que j'ai acheté d'occasion... ouais, cette époque-là. Enfin, c'est pendant mes années parisiennes que j'ai acheté d'occasion ce recueil de poèmes de Breitenbach, traduit de l'Afrikaans par Georges-Marie Laurie. Il n'y a pas le... Si, il y a l'Afrikaans. Enfin, il y a l'Afrikaans en face pour certains poèmes et pas pour d'autres. J'ai jamais très bien compris cette histoire. Mais bon, peu importe. Donc c'est chez Bourgois, en fait. Oui, hein, Christian Bourgois, quand même. Donc il y en a d'autres qui ont été publiés chez Stock. Enfin voilà, dans les années 80, Breitenbach, il est vraiment important, quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et je vais revenir sur Breitenbach. Après, je finis avec Breitenbach et moi, si j'ose dire. Donc, je fais ma maîtrise en 95 sur Farah, puis je vais à Oxford, où je suis en sabbatique, on dirait aujourd'hui, où j'enseigne le français dans 2 colleges. Je reviens, je prépare la Greg, je passe la Greg en 97, et donc après avoir eu la Greg, je m'inscris dans ce qu'on appelait à l'époque le DEA, ça correspond à la 2e année de master maintenant, et pour lequel il faut refaire un mémoire, évidemment. Il y a des cours, il y a des séminaires, le samedi matin à Nanterre, d'ailleurs. Et j'ai comme projet, à ce moment-là, et je démarche un certain nombre de profs, comme ça, par courrier, hein, c'était comme ça à l'époque, hein, en donnant mon numéro de téléphone, tout ça. Je démarche un certain nombre de professeurs, dont je me dis qu'ils peuvent éventuellement diriger du postcolonial. Il faut savoir qu'à l'époque, quasiment tous les spécialistes de postcolonial et de littérature africaine ne sont pas à Paris, ne sont pas en région parisienne, ils sont dans des facs de province, ce que je sais très bien à l'époque. Mais voilà, je suis à Paris à cause de Normal Sup, et donc j'ai pas le choix. Ça me saoule, mais j'ai pas le choix. Donc je contacte un certain nombre de profs, puis il y a une prof, très très chouette, Claire Bazin, à Nanterre, Paris 10 Nanterre, qui me téléphone, je crois, en fait.
Ouais, je me revois vraiment au téléphone à Beauvais. Et j'avais envoyé donc un dossier lequel je disais lequel je disais ce sur quoi je voulais travailler. Elle me dit, bah, très bien, votre projet est très bien, on ne change rien, vous travaillez là-dessus. Et mon projet, c'était de travailler, et ça a été mon mémoire de DEA, finalement, de travailler sur la figure de l'enfant dans 3 romans africains contemporains. Et je fais un peu le grand écart, parce qu'il y a un roman nigérian, The Famished Road, de Ben Okri, il y a un roman somalien, Maps, de Noureddin Farah, sur lequel j'avais pas travaillé pour mon mémoire de maîtrise, puisqu'il fait partie de la 2e trilogie, et Memory of Snow and of Dust de notre ami Brighton Barr. Et en fait, le point commun entre ces 3 romans, je ne vais pas vous refaire mon débat, j'en serais bien incapable parce que ça fait 25 ans, mais le point commun de ces trois textes, c'est qu'ils fictionnalisent la figure du fœtus. En fait, un des personnages principaux, à chaque fois, c'est un enfant qui n'est pas encore né. Ou qui ne cesse de ressusciter, c'est plus compliqué, dans The Famished Road. Bon. Et ça, c'est mon sujet. Et pour ça, je vais lire beaucoup d'anthropologie, je vais lire beaucoup de critiques littéraires, évidemment, un peu de psychanalyse aussi. Et c'est comme ça que je fais mes armes avant ma thèse, qui, elle, se resserrera sur la figure sur l'œuvre de Farah. Et donc, pour mon mémoire de DEA, j'ai beaucoup travaillé sur Memory of Snow and of Dust. Donc, le bouquin, il tombe en morceaux, c'est gribouillé de partout. Voilà. Donc, ça, c'est Memory of Snow and of Dust. Et donc, après, tout en arrêtant de travailler apparemment sur Brighton Barr, pas de thèse dessus, j'ai quand même publié, je crois, 2 ou 3, je ne sais plus du tout, parce que mon CV est absolument pas à jour, je ne sais absolument plus ce que j'ai publié comme article. Depuis 10 ans, c'est simple, depuis 10 ans, j'ai quasiment rien publié, mais pendant mes 10 premières années de chercheur, j'ai publié plein d'articles, et donc du coup, j'ai un peu oublié. En tout cas, j'ai publié plusieurs articles, puis j'ai surtout fait des interventions dans des colloques qui n'ont pas forcément été publiés ensuite, parce que j'avais la flemme d'écrire l'article, enfin bon... une histoire assez classique pour moi. J'ai intégré des textes de Brighton Barr, comme je le disais tout à l'heure, à des séances de séminaire aussi. Bon, j'ai continué à travailler sur Brighton Barr, mais voilà, mais j'ai plus vraiment été... et puis j'ai arrêté de... C'est très particulier, l'Afrique du Sud. On ne peut pas, comme ça, être spécialiste d'Afrique du Sud, en plus du reste. C'est quand même compliqué. Donc, j'ai décidé, en fait, de laisser un peu l'Afrique du Sud à ceux qui étaient plus forts que moi sur le domaine, en France. Mais j'ai continué à beaucoup lire Brighton Barr, donc j'ai continué à acheter ses livres. Par exemple, Lady One of Love and Other Poems, Notes from the Middle World, Windcatcher, c'est une sélection de poèmes depuis 1964 jusqu'à 2006, écrits en afrikaans, auto-traduits par Brighton Barr ou écrits directement en anglais, etc. etc. Dog Heart, ça doit être de la fin des années 90 quand même. Donc voilà, j'ai continué quand même à le lire très attentivement, on va dire. Il y a un livre dont je n'ai pas parlé, c'est celui-là. Il tombe en morceaux, d'ailleurs la couverture se détache du livre. C'est All One Horse, sur lequel j'ai fait une publication pendant ma thèse en fait. Donc pendant que je faisais une thèse sur Noureddin Farah, j'ai quand même fait au moins cette publication sur Brighton Barr. Il y en a eu une autre d'ailleurs, je crois. Et donc c'est sur All One Horse, qui est un recueil de poèmes pas de poèmes, qu'est-ce que je raconte, qui est un recueil de textes brefs, de nouvelles brèves ou de poèmes en prose. C'est toujours un peu difficile avec Brighton Barr, et d'aquarelles en fait. Donc il y a aussi des aquarelles de Brighton Barr, je ne sais pas si on les voit ici, il y en a une sur la couverture. Et tout ça, c'est des livres des années 80 qui ont été traduits presque immédiatement en français en fait. Voilà, ça c'est une autre aquarelle de Brighton Barr, alors avec toujours un style extrêmement figuratif, mais qui dépeint en fait une espèce d'univers mental extrêmement perturbé, avec énormément de dédoublements, énormément de figures animales, totémiques, symboliques. Voilà, moi enfin voilà. Alors le merle, le blackbird, c'est un motif extraordinairement important dans l'œuvre de Brighton Barr. Il y aurait une thèse à écrire sur ça. Je reviendrai quand même tout à l'heure, j'expliquerai, je ne vais pas encore parler très longtemps, mais j'expliquerai vite fait ce qu'il y a à savoir sur Brighton Barr, quoi, pour faire semblant de le connaître. Mais je veux juste finir en disant que ma dernière véritable intervention professionnelle autour de Brighton Barr, ça a été d'avoir été invité dans un jury de soutenance de thèse en 2003,
en 2004, je pense, j'ai un doute. Non, c'est en 2004 en fait. Non, c'est en 2004, je sais, parce qu'on habitait déjà à Tours et on a déménagé à l'été 2003. Donc en mai 2004, ou en octobre 2003, non, peut-être que c'était encore en 2003, mais on venait d'arriver. Bon, peu importe, excusez-moi, hein, ou pas d'ailleurs, je sais pas. Donc ouais, à l'automne 2003, je suis invité à siéger dans un jury de thèse, ce qui est très très étrange quand même, parce que j'ai soutenu ma thèse en novembre 2001, donc ça veut dire que je venais à peine, enfin, ça faisait même pas 2 ans que j'étais docteur, ça faisait 1 an que j'étais maître de conférence, ça faisait 2 mois que j'étais titularisé, enfin tout ça est assez étrange. Et je suis invité par Liliane Louvel à Poitiers, à siéger dans le jury de thèse de quelqu'un en fait avec qui j'avais déjà pas mal échangé, qui est la grande spécialiste de Breitenbach. Pour moi, j'ai continué à lire un petit peu ce qu'elle écrivait depuis, même si on s'est totalement perdu de vue. C'est une Sud-Africaine qui travaille encore, je crois, à La Réunion, Sandra Saeman, et qui écrivait des choses magnifiques, vraiment très très fortes sur Breitenbach. Et donc, Liliane Louvel me demande si je veux faire partie du jury de thèse. Vous vous doutez bien que quand on n'a même pas 30 ans et qu'on est à peine maître de conférence, wet behind the ears, on ne dit pas non, hein, on accepte tout de suite. Et donc, j'ai été dans le jury de thèse de Sandra Saeman, qui avait travaillé sur les écrits de prison de Breitenbach. Donc, vraiment, son sujet, c'était le trauma et l'écriture carcérale. Et donc, à cette occasion-là, j'ai beaucoup retravaillé, notamment sur The True Confessions of an Albino Terrorist, dont on pourrait dire que ce sont ses mémoires de prison, mais c'est tellement toujours autre chose avec Breitenbach. Il transforme tellement tout en une œuvre multiforme, complexe, dont on ne sait jamais trop exactement à quel moment ça dérape vers de la poésie ou vers de la fiction. Et en même temps c'est extrêmement réaliste sur l'expérience carcérale. Donc c'est un texte qui est un des textes les plus forts sur l'expérience carcérale vécue par un écrivain. Et c'est un texte très long aussi, en fait, c'est un texte très beau, hein. The True Confessions of an Albino Terrorist. Littéralement, les confessions véridiques, je crois que ça a été traduit comme ça, les confessions véridiques d'un terroriste albinos, ou du terroriste albinos, peut-être, je ne sais plus très bien. Ça a dû être traduit, comme la plupart de ces textes traduits de l'anglais, par Jean Guilouano, je crois. Je ne connais pas bien les traductions de Breitenbach, je ne sais pas ce que ça vaut vraiment, les traductions de Jean Guilouano, bon, ça doit être bien, hein. Voilà, donc ça, c'était donc il y a 20 ans, et donc il y a 20 ans, je participe à ce jury de thèse, il y a 21 ans, on ne va pas chipoter, je participe à ce jury de thèse, et depuis, en fait, je n'ai pas vraiment travaillé de manière professionnelle, vraiment en tant que chercheur actif sur Breitenbach. Mais il est toujours là, quoi. Alors, je vous ai dit que je vous dirais vite fait ce qu'il fallait savoir sur Breitenbach pour pas avoir l'air bête en société. Alors évidemment, je dis ça en plaisantant, parce que Breitenbach, presque personne ne le connaît, hein, c'est pas... En France, je veux dire, c'est pas une honte de ne pas le connaître. C'est donc, il est né en 1939, donc il est mort hier à l'âge de 85 ans. C'est un écrivain qui fait partie de la génération des Zestigers, je ne sais pas le dire, je parle mal afrikaans, c'est-à-dire littéralement des poètes, des jeunes poètes des années 60, qui sont des poètes de langue afrikaans. Donc c'est des afrikaners. Donc, théoriquement, les privilégiés du régime d'apartheid, hein, c'est vraiment eux qui sont au pouvoir, c'est eux qui... C'est eux, évidemment, qui sont au centre du jeu policier et politique de discrimination et de répression. Et ces jeunes poètes, en fait, ils se rebellent contre le système, c'est-à-dire que non seulement ils proposent une poésie qui bouleverse totalement les codes de la poésie pastorale, traditionnelle, chrétienne aussi, très conservatrice de langue afrikaans. Donc ils donnent un grand coup de pied dans la fourmilière. Il faut vraiment imaginer quelque chose de l'ordre de... Rimbaud, enfin les symbolistes, les surréalistes, tout ça, en fait quelque chose de très très brutal comme ça. Et puis évidemment, fond et forme étant totalement indissociables normalement chez les grands auteurs, et ils donnent un grand coup de pied dans la fourmilière de l'apartheid aussi, puisqu'ils sont en contradiction totale de la politique d'apartheid. Et Breitenbach se fait connaître assez vite comme un militant anti-apartheid. Il s'exile en France très jeune, hein, je crois, là, il doit avoir 25 ans, quelque chose comme ça. Et il revient en 1975 en Afrique du Sud pour achever de créer sur place, en Afrique du Sud, où il n'était pas revenu depuis quelques années, je crois, pour créer en fait la branche de l'ANC pour les militants blancs.
Et donc un mouvement d'action, dans tous les sens du terme, contre le régime en place. Et il est arrêté presque immédiatement, et il passe 7 ans en prison, dont 3, je crois, 2 ou 3, à l'isolement complet, dans un quartier de maximum security, à Pretoria, à Portsmouth, je crois. Et je dis tout ça de mémoire. Et il finit par être, alors au départ sa peine elle est plus longue que ça, il finit par être libéré en 82, je crois, et il s'exfiltre, ou il est extradé, ou je ne sais pas très bien, vers la France, où il est accueilli à bras ouverts, pour le coup, naturalisé, je ne sais pas comment on dit, enfin bon, il devient français, il obtient la citoyenneté française. Voilà, donc là, on est vraiment dans la période la plus créative, c'est-à-dire dans les années 60, 70, début des années 70, il écrit énormément en afrikaans, il commence peut-être un peu à écrire en anglais aussi à ce moment-là. Pendant les années d'emprisonnement, en dépit des conditions extrêmement dures, il réussit quand même à griffonner des trucs, à faire passer des trucs sous le manteau. Et il y a même des textes qui sont publiés à l'étranger pendant, je crois, les années d'incarcération. Des poèmes, enfin des recueils comme ça. Et donc après son emprisonnement, paraissent notamment ces 3 livres, qui sont pour moi les 3 livres majeurs qu'il faut avoir lus de lui. En fait, j'ai eu beaucoup de chance, quoi. Au moment où je vais à Londres, c'est normal que dans les librairies, j'ai pas dû les acheter d'occasion, ceux-là. C'est normal que dans les librairies, c'est Faber & Faber, on mette en avant les livres les plus emblématiques de cette décennie des années 80, quoi. Et donc c'est ces 3 textes-là. Et après, il continue énormément à publier. Vous savez ce qui se passe après, hein, c'est-à-dire qu'au moment où moi je suis à Londres, l'apartheid a déjà été supprimé. Hein, on est dans la période de transition, avant les premières élections démocratiques, qui voient l'élection bien sûr de Mandela comme président en 1994. Et donc après ça, Breitenbach, il revient en Afrique du Sud, autant que je sache, mais il va faire des allers-retours entre l'Europe, la France notamment, et l'Afrique du Sud. Alors moi, je croyais qu'il s'était vraiment installé un peu plus durablement en Afrique du Sud. Et apparemment, c'est pas le cas. Voilà, là, il est mort à Paris. Donc, visiblement, il résidait quand même assez souvent à Paris. Si je l'avais su, peut-être que j'aurais tenté un truc pour organiser un truc à Tours, on ne sait pas. Bon, probablement pas, parce que j'en reviens à ce que je disais au tout début de cette vidéo. J'aurais pas forcément cherché à le rencontrer. Voilà, donc je vais juste finir sur quelque chose qui est un truc qui me trottait dans la tête depuis très longtemps. Quand j'étais étudiant, c'est-à-dire vraiment quand je commençais quand j'étais à Oxford, et puis ensuite après, pendant mon année de DEA, pendant ma thèse, ça m'arrivait de me projeter sur le métier d'universitaire, c'est-à-dire de maître de conférence, enseignant-chercheur titulaire, en me disant que ça serait super bien d'avoir un séminaire annuel dans lequel on pourrait choisir chaque année un bouquin et faire un travail de fond sur ces textes-là. Bon, l'université étant ce qu'elle est, c'est évidemment pas possible, donc ça n'aura jamais eu lieu. Mais voilà, après, c'est vrai que c'est vrai que je lis les livres de Pierre Bayard en ayant un peu cette admiration teintée de jalousie, je l'admets un petit peu, mais c'est une jalousie très saine, hein. En se disant que voilà, ça c'est une partie du métier que j'aurais aimé faire ça. C'est vrai qu'il y a des collègues ailleurs, quoi, notamment dans des institutions comme le HESS, etc., qui peuvent faire ça. Au CNRS, on peut faire ça. Bon. Je regrette pas du tout là où je suis et ce que je fais. En l'occurrence, c'est super bien. Puis bon, j'aurais peut-être pu aussi me bouger un peu, mais bon, peu importe. Et ça veut dire que quand je me projetais sur ça, je pensais toujours à dire, en fait, il faudrait consacrer un séminaire de 2 heures par semaine pendant toute une année à Memory of Snow and of Dust, quoi. Et c'est une idée comme ça qui continue de me traverser. C'est-à-dire que à l'époque où où je me suis mis brièvement sur Twitch et où j'ai fait ce projet autour de Ulysses, c'était il y a bientôt 3 ans, début 2022, quand j'ai fait la série Ulysse centenaire où il y avait un Twitch toutes les semaines. Après, quand je me suis dit, tiens, je pourrais continuer à faire ça, puis je ne l'ai pas fait, je m'étais dit qu'en fait, je pourrais faire ça avec des textes africains, avec un texte de Farah, avec un texte d'Okorafor, avec Memory of Snow and of Dust de Breitenbach, auquel il faudrait que je revienne. Et je ne sais pas du tout ce que je penserais et comment je lirais aujourd'hui Memory of Snow and of Dust. Mais j'ai quand même envie de le faire. Dans un monde idéal où les journées feraient 72 heures, j'aimerais faire ça.
Voilà. Bon, en attendant, je ne sais pas si je relirai Breitenbach prochainement, parce que c'est vrai que c'est pas trop calé dans mon agenda pour les semaines et les mois qui viennent, mais c'est pour dire que les livres sont là, je les ai sortis des étagères, ils font un grand trou là sur les étagères à ma droite. Euh, et la mort de Breitenbach laisse un vide quand même. Je pense que c'était une figure complètement inclassable aussi. Euh, C'était vraiment une figure inclassable. J'ai pas du tout parlé de son œuvre, c'était pas j'ai pas parlé de son écriture, de ses obsessions, de la. J'ai dit que c'était un grand écrivain postmoderne, quoi. Enfin, vous avez compris ça, c'est-à-dire qu'il joue sur des jeux de miroir, sur l'impossibilité de finaliser le sens, sur le plurilinguisme, sur l'équivoque des signifiants, sur l'équivoque des constructions narratives elles-mêmes. Et c'était un très grand poète aussi, quoi. Voilà. Bon, j'ai parlé trop longuement, mais c'est comme ça. Bonne semaine.